Bonjour, je m'appelle Valentin Viard, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je travaille en neurosciences cognitives à l'École normale supérieure. Alors aujourd'hui, on va regarder des extraits de la nouvelle saison de Black Mirror et on va regarder les technologies qui sont évoquées dans la série pour voir si elles ont potentiellement des applications dans la vie réelle dans un futur proche ou moins proche. Rivermind est une révolution en matière de sciences neurologiques. J'en suis la preuve vivante. Son fonctionnement est à la fois high-tech et incroyablement simple. Nous prendrons une empreinte de la partie affectée de la structure neuronale et nous la clonerons sur notre trame principale. Pour faire simple, nous transférerons une sauvegarde d'une partie de son cerveau sur notre ordinateur. Ensuite, nous retirerons la tumeur et les tissus qui l'entourent. Attendez, c'est pas dangereux, ça? Normalement, si. Seulement il y a la sauvegarde. Rappelez-vous. Oui. Ensuite, nous replacerons les tissus endommagés par des tissus de synthèse réalisés à partir de la patiente. De là, le serveur de Rivermind transmettra les fonctions cognitives repiquées de la sauvegarde au serveur du cloud qui lui permettra de vivre sa vie. Est-ce qu'il y a... Ça fonctionne, honnêtement. D'autres patients l'ont déjà testé. On est très loin d'avoir une technologie qui permettrait de faire ça. Donc déjà, quand ils disent on va faire une empreinte de cette région cérébrale, il y a déjà une grosse question qui est de savoir est-ce que c'est juste une empreinte anatomique, c'est-à-dire juste l'anatomie de cette région. Donc il faut voir que cette petite région du cerveau qui montre sur cette IRM, elle représente énormément de neurones et de connexions synaptiques encore plus. Et donc prendre une empreinte de cette région, on n'a pas du tout les technologies aujourd'hui. Après, il y aurait le deuxième problème, c'est la région anatomique, c'est déjà une première question, mais après, la fonction de cette région, comment elle fonctionne en pratique. Donc ça, on saurait encore moins le faire. Et le dernier point impossible, ce serait de savoir exactement qu'est-ce qu'on stocke et comment on le stocke. Et ça, on ne sait pas le faire non plus. Donc cette technologie-là, on en est extrêmement loin. Et donc après, quand ils disent qu'ils vont utiliser une technologie avec un tissu de synthèse pour la reconstruire, là, pareil, on en est encore extrêmement loin. Par contre, on sait aujourd'hui réaliser des implants cérébraux. C'est autre chose, c'est beaucoup plus simple, mais c'est très loin de la technologie qui est évoquée ici. On ne saurait pas comment remplacer cette région lésée par une région synthétique. Aujourd'hui, quand on a besoin de retirer une tumeur dans le cerveau, on espère que la plasticité cérébrale permettra au réseau de se reconfigurer pour permettre une rééducation fonctionnelle. Mais on ne va pas remplacer cette région qu'on a enlevée par un tissu synthétique du tout. Eh bien c'est, Bobby? Il se transforme en miel. Exactement, en miel. Les enfants adorent le miel. C'est pour ça que les parents aiment les miel nuggets, les barres de céréales complètes enrobées de miel d'or de Tupelo. La plus douce façon de démarrer la journée. Miel nuggets de Tita. Quelqu'un peut me dire une phrase avec le mot miel dedans? La question déjà est de savoir est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle avait eu l'impression de vouloir dire cette pub? Là, on a plutôt l'impression qu'elle a fait un blanc et qu'elle repart après la publicité. Alors, aujourd'hui, les implants cérébraux qui sont développés par différentes entreprises, par exemple, on pense à Neuralink, qui est l'entreprise d'Elon Musk, parce qu'ils font beaucoup de pubs là-dessus, comme il fait surtout. Et cette entreprise, il faut voir qu'ils essayent d'implanter dans des régions qu'on essaye aussi d'implanter en recherche, qui sont les régions qui contrôlent les mouvements. Donc c'est au niveau du cortex moteur. Donc si on stimule le cortex moteur, ce qu'on peut théoriquement, c'est produire des mouvements, chez vous, chez moi, ou chez un animal qu'on aurait implanté, mais on ne va pas produire de volonté de ce mouvement. C'est-à-dire que si je contrôlais votre cortex moteur, je pourrais théoriquement, si j'avais une technologie extrêmement avancée, ils en sont très loin, contrôler votre parole ou vos mouvements, mais vous auriez probablement l'impression d'être contrôlé par une entité extérieure. Donc vous auriez vraisemblablement pas de blanc, et vous auriez l'impression qu'on vous fait parler alors que vous ne voulez pas parler. Ce serait différent de ce qu'on voit là. Donc les implants actuels n'ont pas du tout cette capacité-là. Et on voyait d'ailleurs que sa tumeur n'était pas située dans le cortex moteur. On sait par contre qu'il y a d'autres régions qui, quand on les stimule, peuvent produire chez les gens une sorte d'intention de bouger. Par exemple, et ça c'est des cas un peu uniques, où quand on fait de la neurochirurgie, on le fait souvent chez des patients éveillés, avant d'enlever une région cérébrale, et on stimule la région que le neurochirurgien pourrait vouloir enlever pour voir ce que ça produit chez le patient, pour être sûr qu'on n'est pas en train de retirer une région qui est critique pour le patient. Et quand on stimule certaines régions du cortex pariétal, chez certains patients, alors on ne sait pas si ce serait vrai pour tout le monde, on peut voir que ces patients, même s'ils ne bougent pas, ils ont envie de bouger. Donc on pourrait imaginer, théoriquement, avec des implants encore plus complexes qui seraient dans différentes régions cérébrales, peut-être produire un mouvement chez quelqu'un et l'impression chez cette personne d'avoir eu envie de le faire. Le fait
particulièrement de pouvoir contrôler les gens sans qu'ils en soient conscients, ça paraît être encore plus compliqué que le fait de leur faire produire une publicité, ce qui est déjà extrêmement compliqué, hein. Aujourd'hui, on pourrait faire peut-être bouger une souris dans une direction particulière, mais c'est bien le maximum qu'on pourrait faire. Donc en améliorant énormément la technologie, on pourrait théoriquement imaginer faire mieux, mais alors sans que l'animal ou la personne en soit consciente, là, ça devient encore plus difficile. Le point de savoir est-ce que ce qui a été produit chez ce personnage ressemblait à des symptômes qu'on peut observer en neurologie, comme dans le syndrome Gilles de la Tourette, j'ai l'impression que c'est un peu différent, parce que les patients Gilles de la Tourette, qui ont des tics moteurs, déjà les tics moteurs en général, ils sont beaucoup plus simples, hein. Parfois c'est juste des mouvements involontaires, hein. C'est pas déclamer une pub très précise avec un ton parfait comme ça. Je pense que ces patients, quand on les voit, et je pense que c'est le cas, ils sont tout à fait conscients de leur tic. Puisqu'elle n'est pas consciente d'avoir eu ce symptôme, qui était de dire une pub sans le vouloir, je pense qu'on peut dire que ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on observe chez des patients neurologiques, notamment des patients Gilles de la Tourette. Pourquoi je dors de plus en plus longtemps? Lors de la mise à jour de notre micro-logiciel, nous avons effectivement un peu allongé le temps de sommeil. Oh. À 12 heures par nuit? Personne n'est contre un peu de repos supplémentaire, si? C'est pas du tout reposant. Je ne fais aucun rêve. Je me réveille le matin, je suis fatiguée. Ça n'a rien à voir avec un vrai sommeil. Oh, eh bien, c'est parce que vous êtes en mode veille. En mode veille? Oui. Quand vous êtes en mode veille, nos serveurs exploitent vos capacités de stockage inutilisées en vue de diminuer la charge de travail globale. Il y a quelque chose de très difficile à imaginer, hein, même pour un chercheur en neurosciences, qui est d'imaginer qu'on pourrait utiliser le cerveau comme une machine ou un serveur de calcul ou quelque chose comme ça pour essayer de diminuer la charge sur leur serveur. Ça paraît totalement aberrant. Alors c'est très marrant à entendre, hein, qu'ils utilisent son cerveau comme une ressource et donc qu'ils la fatiguent pendant la nuit. Pareil, contrôler son sommeil à partir de cette petite zone qu'ils ont réimplantée avec du tissu synthétique, ça paraît aussi très difficile à imaginer. Par contre, les régions qui contrôlent le cycle veille-sommeil, elles sont assez bien définies, elles sont pas du tout dans le cortex. C'est des régions profondes qui sont communes à plein d'espèces différentes, donc ces circuits-là, ils sont très différents. On imagine mal que ce qu'ils ont fait dans son cerveau pourrait leur permettre d'avoir un contrôle total sur l'ensemble de ses facultés, disons, physiologiques, même le cycle veille-sommeil. Après une opération pour une liposuction qui m'a été fatale, Rivermind m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, il y a même encore mieux, Rivermind Luxe. Rivermind Luxe ne se contente pas de faire marcher votre cerveau. Il amplifie vos sens, votre vue, votre ouïe, votre odorat, jusqu'à la sensation de cette brise. Prenez le contrôle de votre humeur grâce à l'appli Rivermind. Grâce aux capacités exclusives du navigateur Rivermind Luxe, vous pouvez vous approprier les compétences et les qualités des autres abonnés. Vraiment de pousser à l'extrême ce qu'on pourrait faire en contrôlant un cerveau. Là encore, je pense qu'il pousse encore plus loin les limites de ce qui serait possible. Donc là, on est extrêmement loin d'être capable de faire ça. Il y a des choses qui sont intéressantes qui ont pu être faites chez la souris, mais vraiment des choses beaucoup plus simples. Donc là, dire qu'on pourrait donner des facultés sensorimotrices, d'être capable de jouer au tennis ou des choses comme ça, qui sont extrêmement complexes et qui impliquent des structures qui sont même pas dans le cortex, mais qui sont dans le cervelet, qui est la partie située à l'arrière du cerveau. Donc c'est impossible totalement, hein, et je pense que ce sera jamais possible, surtout que les tumeurs que pourraient avoir les différents patientes sont pas au même endroit, donc voilà, c'est vraiment totalement impossible. Par contre, il y a eu des études qui ont montré, en essayant de générer des souvenirs artificiels, par exemple chez des souris, qu'on pouvait y arriver avec des stimulations de régions particulières comme l'hippocampe. Il faut savoir que notre hippocampe, il s'active pendant notre sommeil pour rejouer les choses qu'on a faites dans la journée. Et donc là, les auteurs, ce qu'ils avaient fait, c'est stimuler des cellules particulières de l'hippocampe qui répondent à un endroit précis dans le labyrinthe dans lequel étaient mises les souris, pour montrer que le lendemain, s'ils avaient stimulé un endroit particulier, les souris allaient chercher une récompense, du fromage ou autre chose, à cette région particulière, comme s'ils avaient implanté chez les souris un souvenir que cet endroit était un endroit porteur de récompense, alors qu'il ne l'était pas du tout. Donc vous voyez, on peut peut-être faire des toutes petites choses, mais
c'est pas parce qu'on est capable de faire ça, et là c'était avec voilà, quelque chose de très précis, hein, on n'aurait jamais pu faire apprendre aux souris à faire du parcours, qu'on pourrait aller jusque-là, certainement pas, ou encore à amplifier ou diminuer nos réactions émotionnelles, hein, là quand elle disait les enfants qui crient à l'arrière dans la voiture, ça on en est, voilà, on en est extrêmement loin et heureusement. Aller chercher des compétences chez d'autres personnes pour se les implanter, ça paraît encore plus difficile parce que les cerveaux, même si nos cerveaux sont assez similaires, ils sont quand même assez différents aussi. Il y aurait toute une énorme complexité de savoir comment est-ce qu'on transpose d'un cerveau à un autre, et ça on est très loin de pouvoir le faire. Déjà, réaligner l'anatomie de mon cerveau sur un autre cerveau, ça demande déjà un peu de complexité, parce que même si on a tous à peu près le même cerveau, c'est à peu près. Alors en plus, réaligner les fonctions cognitives et ce qu'on est capable de faire d'un cerveau à l'autre, c'est vraiment de la science-fiction, mais presque là, je trouve qu'il pousse pour vraiment pousser à l'extrême la dystopie. Voilà. Ce sont de vrais individus. Plus nous communiquions, et plus intime se faisait notre connexion. Laissez qu'une façade. Allez, vas-y. Jette un œil. Tu as face à toi la première forme de vie de toute l'histoire dont la biologie est intégralement numérique. Comment je les contrôle? Pourquoi tu veux les contrôler? Tu peux pas les contrôler. Ce sont pas des poupées obscènes comme Sonic le hérisson. Là, on voit quelque chose qui est propre aussi aujourd'hui à ce qui a trait au test de Turing, à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, quand on regarde le jeu vidéo en lui-même, on a l'impression de voir un jeu vidéo, somme toute, assez classique avec des petits personnages. Moi, si je regardais ce jeu d'un côté tout seul, hein, ça ressemblerait peut-être, pour les plus vieux d'entre nous, au Tamagotchi. Par contre, il y a quelque chose qui est très fort, c'est qu'on a ce développeur derrière qui a un pouvoir de persuasion extrêmement fort et qui délivre un message qui dit « Attention, là, ce ne sont pas des petits personnages ridicules comme Sonic, tout ça, le hérisson, mais qui sont des vraies formes de vie. » Et donc, ce qu'on va percevoir d'une intelligence artificielle, c'est souvent aussi dans notre regard. Hein. Si on pense au test de Turing, le test de Turing, c'est un test qui a été inventé par Alan Turing en 1950, qui disait qu'il voulait déterminer à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'une machine pense. Et l'idée du test de Turing, c'était de dire on pourra déterminer ou dire qu'une machine pense quand on ne sera plus capable de discerner qu'on parle à une machine, qu'on interagit avec une machine plutôt qu'avec un être humain. Et en fait, aujourd'hui, hein, ChatGPT, je pense que si vous interagissez avec des LLM, des modèles de langage large, vous allez être tout à fait bluffé, et je serais parfois, je pense, incapable de dire, si on me testait sur un test de Turing, que je parle à un LLM plutôt qu'à un être humain. Mais en fait, ce test de Turing, il dit plus de ce que nous, on perçoit de la machine, plus que de la machine elle-même. Et donc là, c'est pareil. Je pense que le personnage qui regarde le jeu et qui écoute le développeur donner des infos sur le jeu va être extrêmement biaisé, en tout cas à penser que ces petites bestioles sont vivantes, même si derrière, c'est du code informatique, et on voit pas très bien, là, pour l'instant, dans cet extrait, en quoi, sur la base de quoi, le développeur peut revendiquer le fait que ce sont de véritables êtres vivants numériques. Au début, il n'y en avait qu'un. Je devais le nourrir, jouer avec lui, le laver, ce genre de choses. Comme un parent le ferait avec son enfant, j'imagine. La question de savoir ce que ça produit chez nous, le fait particulièrement de prendre soin, de développer des choses comme ça c'est une question qui est difficile, je pense, qui est aussi variable d'un individu à l'autre. Là, on voit que le personnage principal de cet épisode est particulièrement en déficit social, et donc clairement, on peut imaginer chez lui que ça comble un besoin social. Hein. Là, il va trouver finalement une niche dans laquelle il peut investir énormément ce besoin de sociabilité avec ces toutes petites créatures. On voit rien du tout pour l'instant, hein, qui laisse penser que ce jeu est autre que un petit jeu de type Tamagotchi ou un jeu bac à sable, hein. Ça ressemble un peu à Minecraft dans l'idée. C'est un jeu bac à sable où il n'y a pas de but particulier, on ne doit pas tuer particulièrement un méchant tout de suite, on n'a pas une quête à remplir, et où on fait un peu ce qu'on veut. Donc ça aussi, c'est des jeux qui ont beaucoup de succès, parce qu'ils laissent vraiment libre cours à une exploration ouverte d'un environnement, et donc on se sent assez libre dans ces jeux-là. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qui les rend parfois plus addictifs que des jeux où on vous dit d'abord il faut aller ici, d'abord il faut aller là, il faut tuer ci, il faut faire ça. Tac. Et une fois dans cet état, tout me parut enfin limpide.
Dieu! Les fouloïdes ne produisaient plus simplement des sons. Je comprenais enfin leur langage. Ça, on n'imagine pas du tout que ce soit possible, hein. Et là même, il a une compréhension, disons, holistique, sans être capable réellement de déchiffrer des mots. Il a l'impression de comprendre le sens presque en télépathie avec le jeu. Le langage, c'est un peu l'opposé de cette impression-là. C'est quelque chose d'extrêmement structuré, d'enchâssé, avec des phrases, avec des groupes nominaux et tout ça. On voit bien le temps que mettent quand même les gens pour comprendre un nouveau langage, et même le premier langage, pour apprendre à parler. On voit bien que c'est pas holistique, d'un coup l'enfant réalise Eureka. C'est très bien fait dans cet épisode, parce que ça devient inquiétant quand on a l'impression qu'il y avait quelque chose à comprendre chez ces créatures, qui faisaient des petits bruits, et qu'en fait il y a peut-être un message, disons, plus dirigé, plus inquiétant derrière. C'est quoi après? Il devait étudier notre esprit à tous. Et pas seulement psychologiquement, mais aussi physiquement, afin de trouver un moyen de créer cette coexistence, d'améliorer nos deux espèces. Avec le temps, et en travaillant en symbiose, nous avons mis au point une interface neurologique qui me permettrait d'être directement connecté à eux. Mais elle nécessitait un petit geste chirurgical maison. Pas très plaisant, mais moins douloureux que je l'avais imaginé. Regardez. Plug and play. Alors déjà, là, on n'a pas bien compris comment il avait fait. La petite puce avait l'air d'être vraiment juste placée comme ça, très rapidement, sans même voir. Il a même pas un miroir, quelque chose pour voir ce qu'il est en train de faire. Donc on a l'impression que là, c'est totalement impossible comme geste. Ça sera clairement pas fonctionnel. On n'a pas eu l'impression qu'il avait traversé son crâne pour aller l'implanter réellement dans le cerveau. En plus, il l'implante à l'arrière du cerveau. C'est vraiment le cortex visuel primaire. Donc c'est les régions vraiment sensorielles du cerveau, hein, qui répondent juste... c'est les premières régions du cortex qui répondent au signal lumineux qui traverse notre rétine. Là, vraiment, on a l'impression que voilà, ça ne peut pas fonctionner. Ils se sont implantés dans son esprit, une symbiose. Voilà, là, on rentre vraiment dans la dystopie, mais disons que c'est amusant à voir, et c'est inquiétant les mots qu'il prononce, hein. L'idée de se dire qu'on pourrait être en symbiose avec un esprit artificiel qui aurait un contrôle partiel sur nous, c'est sûr que c'est un cauchemar. Pour lui, c'est un rêve, parce qu'on voit qu'il est complètement fou et obsédé par ces fouloïdes, mais c'est un cauchemar pour le commun des mortels, donc ça, c'est très bien fait. La fin de l'épisode qui montre une sorte de crise d'épilepsie généralisée chez tout le monde en réponse à un son très précis qui, on a l'impression, a été donc généré par cette foule, ce jeu vidéo-là, et qui pourrait donc avoir un effet commun chez tout le monde extrêmement brutal, et qui pourrait même, potentiellement, on ne sait pas, mais peut-être reprogrammer l'ensemble de l'humanité comme ça avec un même son unique. Ça, évidemment, c'est totalement impossible. Même le fait de générer un son qui produirait cet effet-là, ça reste très difficile à imaginer. Néanmoins, voilà, on sait que dans un signal sonore, il y a des caractéristiques particulières qui vont être des caractéristiques qui vont taper sur des circuits anciens qui nous produisent une réaction émotionnelle forte. Par exemple, les cris de bébé, quand vous les entendez, même si c'est pas votre bébé, vous allez avoir une réaction émotionnelle forte. C'est pas votre bébé, vous vous doutez que le bébé est pas forcément en danger, il est avec ses parents, néanmoins ce cri va vous produire chez vous une réaction forte. Donc là, c'est un peu ça exagéré, hein, où on voit que les gens entendent ce son et ils tombent immédiatement dans les pommes. Donc il y a quelque chose dans le son qui fait qu'un son peut produire des réactions fortes, mais après reprogrammer le cerveau, aucune chance, je pense. Et jamais aucune chance. Fermez les yeux. Je suis là pour vous aider à revivre et éditer vos plus tendres souvenirs avec elle. Donc, commençons par le calibrage. Veuillez simplement placer la pastille, moi, sur votre tempe.
Je dois la placer sur la... comme ça? C'est ça, oui. Et maintenant, il n'y a plus qu'à penser à Carole. Ça fait un bail que je n'ai pas pensé à elle. Je comprends. Mais essayez de vous concentrer. Fermez les yeux et imaginez son visage. Là, on est encore très loin des interfaces qu'on a vues, par exemple, dans le premier épisode, où on avait un implant réellement dans le cerveau. Là, on a une interface qui est juste posée sur la peau du personnage et qui serait capable de lire. Alors ça, c'est encore beaucoup plus dur de lire l'activité du cerveau depuis la surface, hein, parce qu'on a le crâne entre les deux. C'est très difficile d'avoir une lecture fine, hein, premier truc. Et deuxième truc très compliqué, ils disent calibration, posez-le pour calibration, ça se calibre en 1 seconde, c'est prêt. Il faut savoir que là, aujourd'hui, les systèmes qu'on essaie de faire pour décoder, hein, on essaie de faire des systèmes qui sont capables de décoder des choses simples, pas des souvenirs. Hein. On arrive à décoder, par exemple, ce qu'une personne est en train de regarder comme image à l'écran. Voire peut-être, d'ici quelques mois, quelques années, de décoder une vidéo qu'une personne est en train de regarder. Déjà, l'application n'est pas forcément évidente, hein, parce que vous pouvez aussi bien regarder l'écran que la personne regarde, et vous saurez mieux qu'en essayant de lire dans son cerveau ce qu'il est en train de regarder. Hein. Vous tournez la tête et vous le verrez, pas besoin de payer cher pour avoir un device. Et ça, pour calibrer ce système pour un individu, il faut énormément de données, parce que tous les cerveaux sont un peu différents. Et donc, ce qui va permettre de lire dans le cerveau, dans mon cerveau, ne sera pas exactement le même code, le même système qui permettra de lire dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Donc là, la calibration immédiate, d'ailleurs sans aucun contenu, hein, le calibrage s'est fait, la personne ne faisait rien, ne pensait à rien, et néanmoins le système était calibré, ou peut-être il aurait fallu essayer d'évoquer un souvenir. Là-dessus, je pense que c'est vraiment totalement impossible. Hein. Là, le capteur est tout petit. Habituellement, ce qu'on utilise pour décoder, par exemple, ce que la personne est en train de regarder, on utilise 300 capteurs positionnés tout autour de la tête. Là, vous voyez que ça relève un peu du miracle. Il y a quand même des choses impressionnantes qui ont pu être faites, par exemple, décoder les rêves des gens pendant qu'ils sont en train de les faire. Donc, au Japon, il y avait une équipe qui avait fait ça il y a 10 ans maintenant, et qui avait mis des gens dans un scanner IRM, qui les avait endormis, des gens qui avaient quand même des capacités à s'endormir assez facilement, et puis ils les réveillaient juste stade 1 ou stade 2 de sommeil, en leur demandant immédiatement à quoi vous pensiez, et ils ont pu voir qu'ils arrivaient à décoder de leur cerveau le contenu des rêves pendant qu'ils les faisaient, juste avant d'être réveillés. Mais on est très loin donc de décoder des souvenirs comme ça. Là où l'épisode, je pense, dit vrai, c'est que d'utiliser du matériel pour essayer de stimuler la mémoire, ça peut fonctionner. Hein. Donc, la personne qui va chercher une photo pour essayer d'évoquer un souvenir qu'il aurait autrement un peu perdu, ou qui va sentir une odeur qui lui rappelle des souvenirs. On sait que le système olfactif, le fait de sentir les choses, a un lien assez fort avec la mémoire épisodique. Donc ça, c'est une bonne idée. Alors sur le cerveau, je ne sais pas exactement ce que ça produit, mais en tout cas, je pense que c'est efficace, et qu'il y a de la recherche pour montrer que c'est efficace pour aider au recall, au rappel de souvenirs anciens. Difficile à croire, mais le gars, là, c'est moi, ouais. Et face à moi, c'est Carole. Quoi, la fille de dos avec le t-shirt rouge et blanc? Oui. Il nous faut une image claire et nette d'elle. C'est tout ce que j'ai, ok? On peut peut-être enrichir le moment en rentrant dans l'image. Ça vous dit? Comment ça, en rentrant? Ce sera plus parlant si je vous montre. Nom de Dieu. Bonjour. Oh. Désolée. Oh. C'est moi, votre guide. Oh, vous m'avez fait peur. Loin de moi l'idée de faire une chose pareille. Non, ce n'est pas... C'est surtout ça qui... Oui, prenez le temps de reprendre vos esprits. C'est une de vos photos souvenirs. Elle n'est pas complète, mais d'autres détails apparaissent quand la mémoire revient. Ça devient vraiment totalement impossible à imaginer qu'on puisse un jour faire ça. Néanmoins, il y a des choses quand même intéressantes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on savait maintenant assez bien décoder ce que les gens voyaient, et ces systèmes s'améliorent beaucoup parce qu'ils utilisent de l'IA générative. Hein, l'IA générative, c'est l'IA qui est capable de générer des images, des vidéos et tout ça. Et donc pourquoi ça améliore beaucoup ces technologies de décodage? C'est que ces technologies d'IA générative, elles sont tout à fait efficaces pour interpoler
imaginer ce qui leur manque. Et donc là, ce qu'on voit, c'est un peu ça dans cet extrait, qui est pas totalement délirant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on voit que cette photo dans laquelle le personnage plonge, bah, l'IA a été capable de reconstruire, en tout cas le système, hein, on va imaginer que c'est de l'IA générative, a été capable de reconstruire la 3D de la photo à partir de cette photo assez mal faite. Et on voit au cours de l'extrait qu'en fait, l'IA a essayé de combler un peu ce qu'elle n'avait pas comme information, mais pas tout. Donc par exemple, quand le personnage va passer derrière son ancienne copine, bah là, le visage reste totalement flou, pixelisé, parce que là, l'IA n'a pas assez d'informations pour pouvoir le reconstruire, mais néanmoins, cette idée qu'on pourrait augmenter l'information qu'on a en essayant de patcher les manques avec un système d'intelligence artificielle, ça, on n'est pas si loin d'avoir quelque chose qui pourrait un peu fonctionner. Par contre, faire que la personne ait l'impression de plonger dans la photo, ça... on ne sait pas du tout le faire. Il y a une autre chose sur cet extrait, c'est le personnage qui accompagne le personnage principal, cette personne virtuelle qui lui parle et là qu'on voit physiquement. À la fin, ils disent que, enfin, ce personnage virtuel dit qu'elle est en fait un avatar de la fille de cette ancienne copine qui est donc décédée et qui est là pour, donc, qui a toute la personnalité et les souvenirs de la fille de la défunte et qui est là pour communiquer avec lui de cette façon-là. Et ça, aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle, c'est déjà un peu imiter des personnes. Hein. On sait imiter la voix de quelqu'un. On peut, si on est une personne qui a beaucoup de contenu disponible sur Internet, entraîner des systèmes potentiellement pour répondre à la manière d'eux. Hein. On peut réécrire des chansons à la manière de Queen. On peut transformer des choses. Donc, on pourrait clairement imaginer que cette technologie-là pourrait exister. Là, elle est parfaite parce qu'on a aussi la personne animée, mais ça, je pense qu'on pourrait imaginer produire ce type de personnage virtuel qui ne serait évidemment pas totalement le même que la personne originale, mais là encore, c'est la magie de l'intelligence artificielle. Nous allons patcher les trous, et vu que personne ne connaît personne totalement, qui pourra dire que cet avatar de la fille de la défunte est réellement différente ou non? Bah, on peut duper les gens, hein. On est capable de faire croire à quelqu'un qu'on interagit avec Brad Pitt, et là on voit que ça vient de la personne qui est dupée. On voit qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour duper parfois les gens. La technologie qui serait de pouvoir augmenter des informations dont on dispose à l'aide d'une intelligence artificielle, ça, je pense que réellement les progrès qui sont faits sont aussi, encore une fois, des progrès un peu d'artifice, c'est-à-dire que plonger dans une photo en rajoutant des détails que la photo d'origine n'avait pas, ce sera néanmoins de l'imagination. Ce sera pas la réalité, ça aura l'air d'une réalité, mais si on n'a pas la personne à côté qui sait de quoi il retourne, bah, on ne pourra pas en être sûr. Et quand il s'agit d'un souvenir presque effacé, on pourrait presque là générer chez quelqu'un un faux souvenir potentiellement pour lui faire croire, lui faire retrouver des faux souvenirs qui seraient justes parce que l'intelligence artificielle a reconstruit des choses plausibles qui sont peut-être différentes de la réalité. Donc ça a des côtés quand même qui pourraient aussi être dangereux parce que la mémoire humaine est faillible et avoir une technologie qui peut reconstruire des choses fausses mais qui semblent vraies parce qu'elles ont été reconstruites avec des éléments vrais à côté, c'est peut-être extrêmement dangereux, encore plus dangereux que de créer une photo du pape en doudoune ou des choses comme ça. Black Mirror, je dirais que c'est une série dystopique. Je dirais pas du tout qu'elle a une portée pour moi de penser que ça pourrait être réellement ce qui va se produire, mais cette dystopie-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle sert aussi un peu de garde-fou et elle essaie de nous dire attention dans différentes dimensions. Et sur certaines dimensions, je pense que la réalité est aujourd'hui quasiment au niveau de la fiction. Hein. Je veux dire, la loi qui régule l'intelligence artificielle, je pense qu'elle est en retard sur les développements de l'intelligence artificielle. Hein. Les systèmes d'intelligence artificielle, un jour ou l'autre, ils seront implémentés dans des drones qui pourront tuer, et je pense que la loi, elle va être potentiellement en retard. Aujourd'hui, les gros systèmes de langage qu'on utilise tous les jours, ils ont utilisé tout le contenu d'Internet pour apprendre. Hein. Ces systèmes, ils sont intelligents uniquement parce qu'ils ont été entraînés sur énormément de données sur lesquelles il n'y avait pas encore de régulation très claire, donc ils ont scrappé tout Internet pour développer ces systèmes. Il y a vraiment des choses à faire pour réguler ce domaine-là avant que des choses dangereuses soient faites, parce que ces systèmes-là, pareil, si on commence à leur donner
une capacité à interagir avec leur environnement, on peut réellement aujourd'hui faire des choses dangereuses avec ces systèmes-là. Pareil, les systèmes qui ont été développés pour faire le bien, on peut les retourner en changeant l'objectif de ces systèmes pour faire le mal. La régulation de l'IA, je pense qu'on voit aussi dans cette série globalement qu'il y a un besoin de régulation. La publicité implantée dans la tête du personnage du premier épisode, des choses comme ça, montre qu'il y a quand même vraiment du travail à faire là-dessus.